Il pensait que c'était juste un camion ordinaire, quelques caisses de ciment, une routine sans surprise sur la route poussiéreuse du Sahel. Quand le couvercle s'ouvrit, le calme se brisa. À l'intérieur, de quoi faire battre plus vite le cœur d'une nation entière. Sous le soleil dur, les regards se figèrent sur le chargement, porteur d'une vérité que personne n'osait admettre, et Ibrahim Traoré devint, dans ce souffle suspendu, le nom qui arrêta le temps. Si la frontière est contaminée, qui protégera encore ici et maintenant le Burkina Faso? Le jour où ce camion fut arrêté sur la route du Sahel, personne ne pensait que le destin d'un pays pouvait tenir dans un couvercle de fer. Ce qui suivit dépassa la simple saisie douanière. C'était une bataille pour l'âme du Burkina Faso, une lutte entre la peur et la dignité. Ibrahim Traoré avait promis qu'un État pouvait renaître sans prêter serment à la dépendance. Les semaines suivantes, chaque poste de contrôle devint une ligne de front invisible. Les officiers comprirent qu'ils ne gardaient plus seulement des frontières, mais la vie même. Et derrière ce silence, un pari risqué s'imposait. Prouver qu'un pays sans ressources massives pouvait encore se défendre par la seule discipline de ses enfants. La promesse était simple, presque folle. Montrer qu'un territoire abandonné pouvait, par la vigilance seule, écrire une nouvelle définition de la souveraineté. Dans les sables du Sahel, cette idée allait bientôt trouver sa première épreuve réelle, celle qui transformerait le doute en foi. Tout commença par une découverte banale. Un camion de ciment avec des papiers datés d'une semaine avant la cargaison. Une simple ligne d'encre, presque invisible, mit en marche la mécanique du destin. Ce détail, noté par un jeune inspecteur, mena à la révélation la plus importante que le Burkina Faso ait connue depuis des décennies. Ibrahim Traoré avait déjà prévenu: les attaques ne viendraient plus seulement des armes, mais des marchés, des routes et des cargaisons ordinaires. En retraçant l'itinéraire du camion, les agents comprirent qu'ils ne faisaient pas face à une fraude isolée. C'était un réseau entier, tissé entre les frontières, nourri par l'or illégal, les faux médicaments et les explosifs détournés. En quelques semaines, la carte du pays prit un autre visage, celui d'un champ de bataille invisible. Le commandement, sous Traoré, décida alors d'agir sans bruit, en s'appuyant sur ses propres officiers, sans aucune aide étrangère. Le contexte dans lequel cela se produisit rendit l'épreuve encore plus lourde. Depuis des années, le Sahel vivait dans une alternance de coups d'État, de famine et de promesses trahies. Le Burkina Faso, encerclé par les crises voisines, se retrouvait souvent réduit à un symbole de fragilité. Mais à l'automne 2022, quelque chose changea. Un jeune capitaine de 30 ans parla de discipline et de souveraineté, et ces mots se répandirent comme un serment nouveau. Les institutions civiles, jadis fatiguées et corrompues, furent réorganisées. Les douanes, la garde frontalière et les agriculteurs furent réunis sous un même message: protéger la vie, pas seulement la loi. Dans ce contexte, l'affaire du camion n'était plus une simple enquête, mais le premier test d'un État qui essayait de se relever. Sous la lumière terne du soir, les inspecteurs prirent en conscience qu'ils tenaient un fil capable de remonter jusqu'au cœur même de la corruption régionale. Ce fil, ils décidèrent de ne pas le lâcher. Parmi ceux qui suivirent cette piste, il y avait Awa, une jeune inspectrice des douanes, l'une des rares femmes de son unité. À ses côtés, le lieutenant Karim, vétéran du poste de Gawa, connaissait chaque sentier poussiéreux mieux que les cartes. Ensemble, ils furent envoyés pour observer, écouter, sans agir trop tôt. Pendant 3 mois, ils se mêlèrent aux commerçants, dormaient dans des camions, notaient chaque passage suspect. Ibrahim Traoré avait ordonné le silence absolu. Regarder, mais ne frapper qu'une fois. Au début, ce n'était que des anomalies. Des camions venus du sud-ouest, toujours au crépuscule, toujours remplis de ciment, mais sans chantier visible. Peu à peu, Awa dressa la carte des trajets, une route d'ombre reliant les frontières.
alimentant à la fois contrebandiers et insurgés. Ce qu'elle vit la Hanta, une économie parallèle qui tuait lentement le pays qu'elle servait. Le jour où ils décidèrent d'intercepter un convoi, elle tremblait. Pas de fusillade, pas de drame, seulement le cliquetis froid des menottes et la poussière suspendue dans la lumière. Sous les couches de ciment, ils trouvèrent des barils scellés, sans marque d'origine. L'air se chargea d'une odeur métallique, presque chimique. Dans 7 minutes suspendues, Awa comprit que leur mission venait de changer d'échelle. Ce n'était plus un acte de douane, mais un acte de survie nationale. Sous le ciel gris de l'aube, les barils furent ouverts. L'odeur qui s'en échappa glaça l'air. Poudre explosive, cyanure, produits chimiques inconnus. Ce n'était plus du commerce, c'était une déclaration de guerre. Ibrahim Traoré fut immédiatement informé. Son message, transmis à la direction des douanes, était simple. Ce n'est pas une saisie, c'est une bataille. Dans les heures qui suivirent, une force spéciale fut formée. 6 officiers, 2 véhicules, aucun témoin. Leur ordre: observer, cartographier, attendre. Pendant des semaines, ils suivirent les convois, notant les plaques, les horaires, les itinéraires. Chaque soir, le même schéma revenait. Camions de ciment, route du sud-ouest, silence des radios. À mesure que la carte se remplissait, une vérité apparut. Le réseau couvrait toute la région du Sahel. Le soir du 10 janvier, le piège fut tendu. Sous un dôme de nuages, les agents se postèrent, cachés derrière les dunes. Quand le premier camion entra dans la zone, tout sembla suspendu. Un signal bref, puis le bruit sec des menottes. Aucun coup de feu, aucune gloire. Seulement le crépitement des radios et la poussière rouge qui retombait lentement. À l'intérieur, ils trouvèrent des fûts scellés, sans logo, remplis de poudre aux reflets gris. Les ingénieurs militaires arrivèrent à l'aube masqués, méthodiques. L'un d'eux murmura: ce n'est pas pour l'exploitation minière. Quelqu'un voulait tuer avec ça. Ces mots figèrent tout le monde. Les rumeurs d'un marché noir d'explosifs circulaient depuis des mois. Elles venaient d'obtenir un visage. Les analyses confirmèrent la pire hypothèse. Les barils contenaient assez de matière pour détruire plusieurs villages. Et sous les explosifs, un autre enfer attendait, du cyanure, concentré, pur, létal. L'un des jeunes officiers, originaire d'un village voisin, se souvint de la rivière où il jouait enfant. Si ces barils avaient fui, toute sa communauté aurait été condamnée. Ibrahim Traoré ordonna alors le secret total. Aucun communiqué, aucune conférence. Tant que le réseau n'est pas brisé, le silence sera notre bouclier, écrivit-il. Pendant 72 heures, les équipes balayèrent les routes, interrogeant les chauffeurs, traçant les appels, reliant les entrepôts. À chaque étape, la même conclusion: un système parfaitement rodé, lié à des sociétés écrans dans les pays voisins. Une nuit, à 2 heures du matin, un convoi tenta de franchir la frontière dans le brouillard. Les officiers attendaient. Cette fois encore, aucun tir. Les phares traversèrent en la brume, puis s'éteignirent un à un. À bord, des détonateurs emballés et une note en français. Livraison complète. Paiement attendu à Gao. En une phrase, le lien avec les cellules insurgées du Mali était scellé. Le lendemain, dans le silence du poste, un officier murmura: nous pensions garder des frontières. En réalité, nous gardions notre propre existence. Les jours suivants furent consacrés à l'inventaire. Chaque baril, chaque boîte, chaque étiquette fut photographiée, pesée, analysée. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 3 tonnes d'explosifs, 1 tonne de cyanure solide, 780 caisses de médicaments falsifiés. 3 chiffres, trois miroirs d'une guerre sans visage. Ibrahim Traoré demanda un rapport clair. Combien cela aurait coûté en vies humaines
si rien n'avait été découvert. La réponse, calculée par les ingénieurs militaires, glaça le sang. Plus de 60 000 personnes auraient pu être exposées à des doses mortelles. La première donnée concernait les explosifs. Selon le laboratoire militaire, chaque sac contenait un composé de nitrate et d'aluminium suffisamment instable pour déclencher une explosion en chaîne. Baseline Delta. Les stocks recensés sur la frontière sud avaient doublé en 6 mois, passant de 1,2 à 2,4 tonnes interceptées. Cette croissance traduisait une industrialisation du trafic non plus artisanale, mais organisée. La seconde donnée visait le cyanure. Utilisé normalement pour le traitement de l'or, il avait été détourné par des réseaux parallèles. Les échantillons retrouvés présentaient un taux de pureté supérieur de 40% aux produits légaux, preuve que leur destination n'était pas minière. Une fuite dans une rivière aurait suffi à empoisonner un bassin de 20 km², assez pour anéantir un district entier. La troisième donnée concernait les faux médicaments. Environ 780 caisses portaient des logos d'entreprises européennes inexistantes. À l'intérieur, la poudre analysée contenait jusqu'à 17% de craie et des traces d'arsenic. Les experts en santé publique calculèrent qu'une seule boîte de ces faux antibiotiques pouvait provoquer des troubles irréversibles du foie après 3 doses. Pour Traoré, cette guerre silencieuse était plus meurtrière qu'une attaque armée. Le rapport officiel fut rédigé à Ouagadougou. Il portait une conclusion simple: ce que nous avons découvert n'est pas un commerce illégal, c'est un système conçu pour affaiblir la nation par l'intérieur. Ces chiffres dessinés, froids et mécaniques, représentaient des milliers de vies épargnées. Pour la première fois, les douanes, les ingénieurs et les soldats parlaient le même langage, celui des faits. À la base de Ouagadougou, un vieil officier déclara: les chiffres ne mentent pas. Ils racontent combien de fois nous avons échappé à la mort. Et dans le silence du soir, un jeune recrue ajouta: nous défendons plus que des frontières, nous défendons le droit de respirer sans peur. Certains observateurs, y compris à l'étranger, remirent en question la stratégie du capitaine Ibrahim Traoré. Ils affirmèrent que le pays, isolé économiquement, ne pouvait pas maintenir un tel niveau de vigilance sans soutien extérieur. Pour eux, la fermeture progressive des circuits d'aide et de financement risquait d'étouffer la reconstruction, voire d'aggraver la pauvreté. D'autres, au contraire, soutenaient que cette indépendance soudaine symbolisait la véritable renaissance du Burkina Faso, un État apprenant enfin à se protéger par lui-même. Traoré écoutait toutes les critiques sans jamais hausser le ton. Il répondit par ses actes plutôt que par des discours. Dans les 6 mois suivant l'opération, les flux de contrebande enregistrés sur la frontière sud diminuèrent de 48%. Les marchés noirs furent démantelés, les postes frontaliers réhabilités, et plus de 1400 officiers reçurent une formation nationale, financée uniquement par des ressources internes. Cette réduction des trafics prouvait qu'un pays pouvait imposer l'ordre sans dépendre d'une tutelle étrangère. Pourtant, la question demeurait: pouvait-on tenir dans la durée? Les critiques brandissaient des chiffres: 35% du budget national provenait encore d'aides extérieures et les infrastructures restaient fragiles. Mais pour Traoré, la réponse n'était pas seulement budgétaire, elle était morale. Il répétait: la souveraineté n'est pas un équilibre comptable, c'est une discipline collective. Et ses opposants lui concédèrent au moins cela. Sous son commandement, la cohésion avait remplacé la résignation. Là où régnait autrefois le doute, une unité naissante s'était installée. Les soldats et les civils partageaient la même devise: protéger la vie avant la loi. Cette ligne de conduite, simple et sévère, avait transformé la perception du pouvoir dans tout le Sahel. Dans les colonnes d'un journal régional, un analyste conclut:
le Burkina Faso ne s'est pas refermé sur lui-même. Il s'est recentré sur ce qu'il veut devenir. Le feu ne détruit pas toujours, parfois il purifie. C'est par cette phrase qu'Ibrahim Traoré ouvrit la réunion du 18 janvier, marquant le milieu de l'opération. Autour de lui, les officiers observaient les photographies. Barils explosés, fumée noire, visage épuisé. Et pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une mission de sécurité, mais une renaissance morale. La révélation du milieu arriva avec la découverte des faux médicaments entreposés à Bora, des antibiotiques contrefaits, emballés avec soin, destinés aux hôpitaux ruraux. Awa, l'inspectrice, se souvint des enfants qu'elle avait vus attendre ces traitements. Elle comprit alors que la guerre qu'ils menaient n'était pas contre des trafiquants, mais contre la négligence transformée en industrie. Le soir même, Traoré écrivit à ses commandants: ce que nous brûlons, ce ne sont pas des cargaisons, mais les illusions d'un pays qui croyait devoir être sauvé de l'extérieur. Les flammes qui s'élevaient à l'horizon devinrent plus qu'un symbole. Elles éteignent la frontière morale entre ce qui était toléré et ce qui ne le serait plus. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant décisif pour le Burkina Faso. Les effets de l'opération se firent sentir dans 4 sphères distinctes: nationale, économique, sociale et régionale, chacune transformée par les actes de quelques officiers restés dans l'ombre d'Ibrahim Traoré. D'abord, au niveau national, la confiance publique augmenta visiblement. Dans les villes du Sud, plus de 70% des habitants interrogés par les autorités locales déclarèrent se sentir plus en sécurité qu'avant. Les postes de contrôle autrefois perçus comme des lieux de corruption devinrent des symboles d'ordre. Les uniformes poussiéreux représentaient désormais la fierté retrouvée d'un État capable d'agir seul. Ensuite, sur le plan économique, l'impact fut double. Les flux de contrebande chutèrent de 43% et les circuits agricoles commencèrent à se rétablir. Les cargaisons légales remplacèrent progressivement les trafics, ramenant la confiance des marchés frontaliers. Un convoi intercepté représentait, selon le ministère des Finances, l'équivalent de 3 semaines d'exportation sauvées. Cette récupération économique modeste mais stable devint le socle d'une nouvelle politique: produire et protéger localement. Puis, sur le plan social, les communautés frontalières, longtemps abandonnées, se transformèrent. Des comités civils furent créés, regroupant anciens contrebandiers repentis et jeunes volontaires. Awa participa à la première session de formation civique à Gawa. Elle y déclara: nous ne sommes plus les oubliés du pays, nous en sommes la porte. Ces mots résumèrent l'esprit du renouveau. La sécurité n'était plus imposée d'en haut, mais cultivée depuis le bas. Enfin, à l'échelle régionale, au-delà des frontières, les réactions oscillèrent entre respect et d'inquiétude. À Abidjan et Accra, les analystes économiques parlèrent d'effet Traoré pour désigner la montée d'une souveraineté sans aide étrangère. À Bruxelles, des diplomates évoquèrent une rupture doctrinale dans la gestion du Sahel. Et à Bamako, certains officiers maliens contactèrent discrètement leurs homologues burkinabés pour apprendre de leurs méthodes. Ibrahim Traoré, sans triompher, observa ces évolutions avec prudence. Il savait que chaque succès pouvait engendrer de nouvelles tensions, mais dans ses discours sobres, il répétait la même idée: ce n'est pas la victoire qui nous définit, c'est la constance. Pour lui, la plus grande conséquence n'était pas politique, mais psychologique. Le pays avait cessé d'attendre qu'on le sauve. Au crépuscule d'un mois de février chargé de poussière, Awa regarda la frontière qu'elle avait juré de protéger. Les routes qui portaient autrefois la mort transportaient désormais des récoltes. Et dans ce silence, elle comprit ce qu'Ibrahim Traoré voulait dire par tenir la ligne.
Il ne s'agissait pas de murs, mais de foi. Les services stratégiques du gouvernement, sur ordre direct d'Ibrahim Traoré, établirent 3 scénarios possibles pour les 12 prochains mois, non pas pour prédire l'avenir, mais pour préparer la nation à le traverser avec lucidité. Dans l'hypothèse de base, une stabilité vigilante. Dans cette hypothèse, la vigilance reste constante. Les postes frontaliers conservent leur discipline et les communautés locales poursuivent leur coopération avec l'armée. Les, les réseaux illégaux affaiblis mais non détruits se déplacent plus au nord. Les chiffres des douanes continueraient d'afficher une baisse progressive, environ 15% par semestre. Ce scénario est celui de la continuité, lent, exigeant, mais durable. Dans une trajectoire optimiste, une renaissance nationale. Ici, le modèle burkinabé inspire ses voisins. Des accords bilatéraux sont signés avec le Mali et le Niger pour partager les données de surveillance et les techniques d'enquête. Les institutions civiles, renforcées, réintègrent d'anciens soldats dans la vie publique. L'économie frontalière légale se redresse, augmentant les revenus ruraux de 10%. Ce scénario, bien que rare, marquerait la transformation du pays en pôle de stabilité du Sahel. Dans le cas défavorable, fatigue et résurgence. Dans le cas d'une perte de vigilance, les réseaux s'adapteraient rapidement. Une crise économique ou un relâchement administratif pourrait rouvrir les voies du trafic. Les conséquences seraient sévères. Retour de la méfiance, hausse des importations illégales, infiltration politique. Le pire danger ne viendrait pas de l'ennemi, mais de l'usure morale, la tentation de croire que la bataille est déjà gagnée. Pour Ibrahim Traoré, ces scénarios n'étaient pas des probabilités mais des avertissements. Dans un discours adressé aux officiers, il déclara: Ce que nous avons construit repose sur une seule condition, ne jamais confondre repos et relâchement. Puis, il conclut avec une phrase qui devint maxime au sein de l'armée. Une nation ne tombe pas d'un coup, elle s'endort lentement. L'opération, restée longtemps secrète, commença à circuler comme une histoire racontée à voix basse dans les villages, les écoles et les marchés. On ne montrait pas les images officielles, elles n'existaient pas, mais les mots passaient de bouche en bouche. À Ouagadougou, un enseignant déclara à ses élèves: Quand vous voyez un uniforme, souvenez-vous qu'il ne protège pas un gouvernement, mais votre rivière, votre école, votre sommeil. Cette phrase, simple, devint virale sur les ondes locales. Ibrahim Traoré, fidèle à son style sobre, refusa toute célébration. Il fit diffuser un message unique: la vigilance n'a pas besoin de spectateurs. Mais le peuple, lui, avait déjà compris. Dans les zones rurales, les paysans commencèrent à se désigner eux-mêmes comme gardiens de la nation. Sur les portes des échoppes apparurent des inscriptions peintes à la main. Ici, le pays veille. Awa, de retour à Gawa, fut invité à témoigner dans une émission radiophonique. Sa voix tremblait à peine quand elle dit: Je n'ai rien fait d'héroïque, j'ai seulement refusé que le mal passe. Le silence qui suivit fut plus fort qu'un applaudissement. À cet instant, le récit individuel rejoignait la conscience collective. Cette dimension humaine donna au combat un nouveau sens. Ce n'était plus une opération d'État, mais une pédagogie nationale, celle du devoir sans récompense. Et pour la première fois depuis des décennies, les citoyens burkinabés se virent non pas comme des victimes du désordre, mais comme les artisans d'une paix fragile, à reconstruire chaque jour. À la suite du rapport final, Ibrahim Traoré mit en place une feuille de route en 5 étapes visant à consolider les acquis et à transformer l'opération en modèle durable de souveraineté. D'abord, la centralisation du renseignement. Chaque poste de douane fut connecté à une base de données unique permettant de tracer en temps réel les cargaisons suspectes.
Les officiers civils et militaires furent formés à l'analyse croisée des flux. Puis, une éducation civique locale renforcée. Des programmes communautaires furent lancés dans 42 villages frontaliers. L'objectif, enseigner aux jeunes le rôle des gardiens, leur apprendre à reconnaître les cargaisons à risque et à signaler sans peur. En parallèle, une coopération civile-militaire structurée. Des patrouilles mixtes associant douaniers et soldats furent instaurées. Ce modèle, appelé vigilance partagée, réduisit de moitié le temps de réponse lors des alertes. S'y ajoute une réinsertion économique ciblée. Les anciens contrebandiers repentis bénéficièrent de microcrédits agricoles pour transformer leur savoir en logistique légale. En 6 mois, plus de 230 d'entre eux ouvrirent des commerces enregistrés. Enfin, une évaluation trimestrielle indépendante. Chaque trimestre, un rapport indépendant mesurait les progrès selon 3 indicateurs: nombre d'incidents évités, participation communautaire et niveau de confiance publique. Le succès ne se comptait plus en arrestation, mais en sérénité retrouvée. Dans son allocution de clôture, Traoré résuma la philosophie. Une frontière n'est forte que si le peuple l'a gardée par conviction, non pas peur. Ce plan, fondé sur la discipline plutôt que la dépendance, fit du Burkina Faso un laboratoire silencieux d'autonomie africaine. Lorsque la poussière retomba sur la clairière de Ouagadougou, Awa revint sur les lieux où tout avait commencé. Le sol portait encore les marques des explosions, mais dans le vent chaud, elle sentit quelque chose de nouveau, une paix rude, méritée. Ibrahim Traoré passa en silence derrière elle, observa les cendres et dit simplement: le feu a fait son œuvre. Ce n'était pas une métaphore de destruction, mais de purification. Autour d'eux, les jeunes recrues alignaient les dernières barils vides comme pour témoigner du poids qu'ils avaient soulevé. Awa sortit la photo qu'elle gardait depuis la première saisie, une caisse estampillée Aide humanitaire. Elle murmura: le mal ne porte pas toujours un masque. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, résonnant comme un écho du pays tout entier. Ce jour-là, ce n'était pas seulement un réseau criminel qui avait été détruit, mais une manière de se percevoir soi-même. La victoire n'était pas spectaculaire, mais intérieure. Dans le silence de la savane, le Burkina Faso se découvrait capable de se sauver par sa propre discipline. Alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, la ville semblait respirer plus lentement. Aucune fanfare, aucun feu d'artifice, seulement la rumeur tranquille d'un peuple qui venait de se prouver quelque chose. Ibrahim Traoré, dans son bureau faiblement éclairé, leva les yeux vers le drapeau. Il songea à ces hommes et ces femmes qui avaient choisi de veiller plutôt que d'attendre. La vigilance est une prière, avait-il dit un jour. Ce soir-là, cette prière flottait sur toute la capitale. Aux frontières, les nouveaux panneaux affichaient simplement: la nation regarde. Pas comme une menace, mais comme une promesse. Car au-delà de la guerre, de la pauvreté et des discours, une vérité s'imposait. Le Burkina Faso avait appris à tenir debout sans permission.